Alain a repris son métier d'électricien à Cannes. Et malgré cette signature, il rentre chez lui le cœur lourd. Ça vous fait quelque chose de quitter cette maison? Ah oui, oui, mais c'est certain, oui, oui, ça fait quelque chose. Enfin bon, c'est nécessaire, donc j'espère la vendre. Et au revoir maison. C'est la fin d'un rêve? Il y en aura d'autres, hein, vous savez, j'en ai plein de rêves. Plein. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, pour payer les taxes qui continuent de tomber, il a dû faire un emprunt familial. L'erreur d'Alain, ne pas avoir su mettre en avant l'énorme potentiel touristique de sa maison. Car en fait, ceux qui réussissent savent parfaitement comment attirer les clients. Leur secret, piquer la curiosité des touristes et anticiper leurs désirs. Un monument du XIIe siècle, bâti sur un parc de 24 hectares qui compte quelques arbres tricentenaires. Construit en plein cœur du Calvados, voici le château de la Pommeraye. Un domaine entièrement restauré par un amoureux des vieilles pierres, Alexandre Boudnikov. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais le propriétaire est un grand angoissé. Ce soir, il reçoit ses tout premiers hôtes dans la propriété. Et lorsque la pression monte, son sens du détail devient obsessionnel. Bon. Alors ça, déjà, ça va pas, parce que la porte, en principe, est toujours fermée. L'idée d'arriver sur des peignoirs, c'est quand même pas... c'est pas possible, donc on a bien fait de checker. On vérifie que les produits d'accueil soient là. Chaises. Alignement des tableaux. Peut-être l'écartement. Voilà. C'est le souci du détail, l'écartement des rideaux, non? Bah oui, mais l'harmonie, elle est là. Hein. C'est le prix de l'harmonie. C'est-à-dire que si vous ne soignez pas le détail, vous pouvez passer à côté, il me semble. Alors, je suis peut-être un peu maniaco-dépressif. Vous voyez, ça, c'est des accès. Si cet ancien cadre supérieur est aussi méticuleux, c'est que son château commence une nouvelle vie. Ce soir, Alexandre va y louer 5 chambres d'hôtes. Une dizaine de clients à réserver, attirés par les prestations luxueuses du château. Nos hôtes ukrainiens viennent de confirmer qu'ils seront là pour dîner. Non ? Confirmation reçue. C'est donc un jour important pour Alexandre, car cela fait 8 ans qu'il a commencé la réhabilitation de ce château. Ici, il a presque tout fait lui-même, l'intérieur, mais aussi l'extérieur, et même l'aménagement du parc. Alors, après avoir tant travaillé, il espère que ses efforts vont enfin payer. Alexandre fait partie de ces milliers de Français, de plus en plus nombreux, qui rêvent de refaire leur vie en louant des chambres d'hôtes. En France, les chambres d'hôtes connaissent un succès retentissant. On en compte aujourd'hui près de 80 000 sites différents. Et cette année encore, près de 3 millions de touristes s'offriront une étape en chambre d'hôte. Il y a 20 ans, elle n'existait quasiment pas dans notre pays. Ce sont quelques agriculteurs qui se sont lancés les premiers pour tenter d'arrondir leur fin de mois en recevant à domicile des touristes. Mais les contraintes sont nombreuses pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, car la concurrence est rude. Le quotidien d'un propriétaire de chambre d'hôte est souvent dur, pour des gains parfois bien maigres. Alors comment s'y prendre pour rentabiliser ce type d'activité? Est-ce à la portée de tout le monde? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Et qui sont ceux qui s'en sortent le mieux? Pour sa nouvelle activité, Alexandre Boudnikov a vu les choses en grand. Le domaine de la Pommeraye, il se l'est offert en 2004 pour 312 000 €. Et pour cela, il a dû vendre les biens immobiliers qu'il possédait en région parisienne. Mais rapidement, il réalise qu'entretenir un château au quotidien, ça coûte très cher. Alors il a eu l'idée d'aménager 5 chambres d'hôtes de standing pour s'assurer des revenus les plus élevés possibles.
Il a l'intention de facturer la nuit au château de la Pommeraye entre 150 et 300 €. Nous, malheureusement, pour pouvoir vivre ici et rentabiliser une structure pareille, on est condamné au haut de gamme. Sinon, on dépose le bilan, c'est même pas la peine de démarrer, quoi. Donc, si on est condamné au haut de gamme, on est condamné à être irréprochable. L'excellence, une obsession qui guide Alexandre dans tout ce qu'il fait pour sa maison. Aujourd'hui, par exemple, il s'attaque au muret de son bassin. Il y travaille depuis plusieurs mois, avec la volonté d'un résultat quasi parfait. C'est un bassin d'ornement qu'on a dimensionné selon la règle du nombre d'or. On y tient. Le nombre d'or, c'est la proportion de 1,618 entre une longueur et une largeur, entre une longueur et une hauteur, ce qui garantit à peu près de manière certaine une harmonie dans les proportions d'un bâtiment, d'un ouvrage. Pour l'aider sur son chantier, Guy et François, d'anciens maçons venus du village d'à côté. Un coup de main précieux et très économique. D'amitié et d'excellent voisinage, c'est-à-dire que quand il me consacre du temps, je lui offre des stères de bois, comme ça tout le monde est content. Des vraies belles relations comme on en trouve encore dans les campagnes. Enfin, je vais aider parce que... Il n'y a pas de petites économies. Alors Alexandre fait beaucoup de récup. Ces blocs de pierre, par exemple. S'il les avait achetés à un tailleur de pierre, ça lui aurait coûté plus de 10 000 €. Alors il a réutilisé les anciens trottoirs du château, aujourd'hui inutiles. T'es en train de bousiller la pierre. Alexandre essaie d'économiser un peu partout. Car en fait, des sommes colossales ont déjà été englouties dans la rénovation du château. Mais le maître des lieux refuse de compter. Non, écoutez, je vais vous répondre, je préfère ne pas savoir, parce que je pense que si j'arrivais vraiment à savoir, j'aurais un coup derrière la nuque, de sorte que je serais improductif pendant au moins un trimestre. Donc c'est pas le moment de me lire du genou. On se posera les bonnes questions après. Je ne peux pas raisonner que comme un financier. Sinon, on est chez Goldman Sachs, hein, on n'est pas dans le patrimoine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus rentable de spéculer sur le cacao, le zinc et le manganèse que de monter sur un échafaudage et de refaire soi-même les toits, c'est clair. Seule certitude, le château va enfin démarrer son activité. Alors maintenant, il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alexandre surveille de très près le planning des premières réservations, avec Guillemette, sa stagiaire. Ça va comme tu veux? Oui, puisqu'on a déjà 2 réservations en 2 jours, presque, avec ce que vous avez vu ce matin pour fin août. Là, c'est les réservations, là. Oui. Ouais. Là, ça me paraît assez vide, là. Monsieur est désagréable. Il n'y a pas beaucoup de rouge. Mais bon. Non, mais ce que disent les gens, c'est que apparemment cette année, les gens réservent à la dernière minute. Donc c'est pas très grave. Bien répondu. S'il y a encore beaucoup de place. Pour les 2 prochains mois, Alexandre n'a enregistré qu'une vingtaine de réservations. Mais ce soir, les 8 premiers clients vont inaugurer les lieux. Et Alexandre doit organiser son tout premier dîner d'hôtes au château. Je suis pas tranquille, voilà. On a une amie qui est venue nous prêter main forte, parce qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner pour 14 personnes. Et donc là, il y a une vraie anxiété. On ne veut pas décevoir. Alexandre ne veut pas décevoir, car parmi ses clients du jour, il attend un personnage très important. Il va même le chercher à la gare. Il s'agit ni plus ni moins d'un descendant des Pommeraye, les tout premiers propriétaires historiques du château. Bonjour. Comment allez-vous? Un hôte de marque qui va passer quelques nuits dans la demeure de ses ancêtres, remise sur pied par Alexandre. Bienvenue en Normandie. Lane Pomeroy, 87 ans, arrive tout droit d'Australie. La dernière fois qu'il a rendu visite à Alexandre, la rénovation des chambres n'était pas achevée. C'est donc avec une certaine fierté que le nouveau propriétaire accueille ses clients un peu particuliers pour quelques nuits. Ça vous plaît? C'est magnifique. C'est bon de vivre ici. C'est une chambre typiquement de style empire. Ça vous plaît? C'est absolument merveilleux. Yes? Well, it's my Ça me fait plaisir.
Bien. Ça a l'air... Je suis pas très doué en anglais, mais au sourire, ça a l'air de plaire, effectivement. En cuisine, c'est Jennifer, une amie d'Alexandre, qui prépare le repas. Elle offre son talent à titre gracieux pour aider le châtelain à lancer son affaire. Tenir une chambre d'hôte haut de gamme exige certains réflexes qu'Alexandre n'a pas encore acquis. Par exemple, comment placer correctement les couverts? Pas si simple. Je n'ai pas encore rompu à l'exercice. Vous mettez pas les fourchettes pique en bas? Non, parce qu'il me semble bien que dans... C'est une très bonne question, mais il me semble bien que je n'en sais rien. Les Anglais mettent je crois, les dents vers le bas. Bon, je vais valider ça tout de suite. J'arrive. Ce soir, Alexandre veut éviter la moindre faute de goût devant ses hôtes. Guillemette est donc chargée de vérifier le b.a.-ba des arts de la table. En Angleterre, la fourchette est placée dans le sens opposé, c'est-à-dire les pointes vers le haut. Si la France c'est le contraire, on est C'est vers la le bas. méthode anglaise. Oui. Bon. Alexandre s'est donc trompé. En France, la fourchette se place pointe vers le bas. Bon ben voilà, la question est tranchée. Voilà, fourchette anglaise, fourchette française. Symétriquement le contraire. L'erreur est réparée, mais l'heure tourne et la tension monte. C'est au tour de la cuisinière de subir l'anxiété du propriétaire. Si je peux avoir une requête, Jennifer, c'est que le foie gras, on le sorte pas trop tôt. Bah non, parce que sinon il va pas rester Ma frais. hantise, c'est les foie gras servis tiédasses Non, qui ils se vont être défont bien. un peu. C'est ce qui sera mis en dernier sur l'assiette, Alexandre, je te rassure. D'accord, s'il te plaît, rassure-moi. Hein Oui. Je sais ce que je fais. Oui. Il stresse un peu là quand même. Oh oui. Il faut qu'il ait confiance un peu. C'est normal, je le comprends, c'est un enjeu. Mais il faut qu'il ait confiance. Il est 22 h, les hôtes passent à table. 8 clients venus d'Ukraine, d'Angleterre ou d'Australie. Chacun d'eux paye son repas 35 €, un prix d'amis pour le lancement de l'activité. Me voilà maître d'hôtel. Pour le dîner, un menu très français. Foie gras, confit de canard, purée maison et crumble pour le dessert. Une cuisine assez simple. Pourtant, Alexandre est encore sous tension. Juste, je valide l'ordonnancement. Mais c'est surtout que Le bon ordonnancement de la suite des événements. tes hôtes. Il n'y a pas de stress. Va rejoindre tes hôtes. Dépêche-toi. Tu Faut parles les beaucoup dresser. pour un cuisinier, toi. Oh. En cuisine, la tension est palpable. Oh, on a pu t'adresser. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Merci. Il n'y a plus d'électricité. Mais il y a vraiment plus d'électricité. Ça va être pratique Alors, pour passer. Un coup dur pour Alexandre, en plein milieu de son dîner. L'électricité à disjoncter, c'est le scénario magnifique par excellence. Je vais voir là-haut ce qui se passe en termes d'électricité. Un mauvais sort pour le maître de maison. Mais les hôtes, eux, s'amusent plutôt de la situation. Izzy, t'as bien. C'est un bon repas? Parfait. Can I take a photo? It's not a problem for... Le dîner finit alors dans la bonne humeur. Et Alexandre se détend enfin. Ce soir, il a pris la mesure de ce qui l'attend. Mais il reste optimiste. Non, mais c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. On est fatigué, la journée a été longue. On n'est pas rodé. Une fois que ça va être huilé, qu'on va maîtriser des recettes sans recourir à des amis qui viennent nous filer un coup de main. Et puis en plus petit comité, ça va rouler tout seul. Enfin, il y a bien des familles qui dînent à 6 ou 8 tous les jours. Et c'est pas une complication. Alexandre commence à le comprendre. Lorsqu'on tient des chambres d'hôtes, la réalité du quotidien n'est pas toujours simple. Il faut être à la fois chef d'entreprise, maître d'hôtel, cuisinier et femme de chambre. Beaucoup d'énergie pour un salaire qui ne dépasse pas toujours le SMIC et un emploi du temps qui peut parfois tourner au cauchemar. Buffard, un petit village niché au cœur de la Franche-Comté. Cet ancien domaine viticole du XVIIe siècle a été acheté et transformé en maison d'hôte il y a 7 ans par la famille Roy.
Un investissement de 450 000 € sur lequel Joël, 60 ans, a tout misé. Le rêve d'un changement de vie, devenu une réalité parfois très prenante. Très physique, très fatigant, on était morts quoi. Bon, moi je m'en rends plus trop compte, mais bon. C'est vrai, quand il fait chaud l'été, bon, on pique une bonne suée quoi. Ces chambres d'hôtes lui rapportent tout juste un demi-SMIC par mois. Alors Joël doit trouver le moyen de dépenser le moins possible. Pas question d'embaucher une femme de chambre. Tous les matins, il range, nettoie et remet en ordre chacune des chambres lui-même. Et son domaine en compte 5. C'est une partie importante du travail parce qu'en fait, c'est un peu le cœur du métier, quoi. C'est l'aspect de la chambre, c'est sa décoration, c'est son état de propreté. C'est pour ça que les visiteurs viennent nous voir. Donc. Au démarrage, la famille Roy a investi plus de 100 000 € pour redécorer les chambres. Juste de quoi faire propre et simple, sans luxe particulier, des toilettes, une douche et un lavabo. À peine le ménage terminé qu'il faut accueillir les nouveaux clients du jour. Ils arrivent de Suisse. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour. 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 Monsieur et madame Rouf, c'est ça? Oui, c'est ça. Ces clients sont passés il y a 3 jours en visitant le village. Ils ont eu le coup de cœur pour la maison et veulent absolument y dormir. Il y a 2 clés sur la porte. Une clé pour la chambre. Oui. Et l'autre clé, c'est pour la porte vitrée sur la terrasse. Alors, c'est 8 h ce soir. 8 heures, oui. Ce soir, ils ont même prévu de dîner sur place pour tenter à fond l'expérience chambre d'hôte. On a trouvé, c'est tellement sympa ici, on vient chez vous, au lieu d'aller dans un hôtel. Joël veut absolument faire bonne impression sur chaque client, car son paradis a un prix et il doit le rentabiliser. Plus de 450 000 € pour l'achat et les travaux, 2 000 € d'emprunt à rembourser chaque mois, ça fait 30 nuitées mensuelles à vendre. Oui, bonjour, chambre d'hôte Détour. Alors le moindre coup de fil peut être une bonne nouvelle, un client potentiel. 9 et 10. C'est noté, 3 nuits, 2 personnes à partir du lundi 6 août. Il ne quitte jamais son agenda, car il n'a qu'un seul but, le remplir. C'est angoissant comme métier? Je dirais que oui, c'est une activité qui peut être angoissante au début de saison, parce que je me souviens, en 2008, j'avais eu que des séjours longs. Les gens m'appelaient pour rester 3, 4, 5 nuits. Bon, je m'étais dit, ça y est, bingo, j'ai gagné, je me suis installé. Et 2009, patatrac, à nouveau, c'était des réservations à la nuitée, même en juillet-août, des gens de passage qui partaient, qui quittaient la Belgique ou la Hollande et qui se dirigeaient vers la Provence et qui voulaient une nuit ici. Et là, on peut stresser un petit peu parce qu'on se dit, c'est pas avec ça qu'on va vraiment faire un séjour, une saison. Car en plus de l'emprunt à rembourser, il y a l'entretien du domaine, les dépenses d'énergie et les petits déjeuners des hôtes. Une fois les factures payées et son petit salaire de 700 € prélevé, il ne reste pas grand-chose. Sur un chiffre d'affaires d'environ 50 000 € annuels, Joël enregistre seulement 2 000 € de bénéfices nets. Alors pour lui, pas de petites économies. Tous les moyens sont bons pour dépenser moins. À commencer par ce petit coin secret qu'il s'est aménagé au fond du jardin. Un potager qu'il entretient avec soin toute l'année. Je pense faire une tarte à la rhubarbe pour ce soir. 25 mètres carrés de potager, tomates, aubergines, carottes, fruits d'hiver, tout ça dédié uniquement au dîner qu'il sert à ses hôtes. Du coup, ce soir, le dessert proposé sera frais et pas cher. Ce type de produit-là est gratuit. Si je devais faire une tarte aux abricots, je vais acheter pour 4 €. 4 € d'abricots. Sur une tarte, ça fait 4 €. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On a vraiment des produits sur place qui sont intéressants. Côté les pommes, c'est tarte aux pommes. Donc je vais faire de la tarte aux pommes pendant 2 mois. Pour trouver tous les autres produits, Joël a ses petites habitudes. Chaque fournisseur est trié sur le volet. Bonjour Estelle. Voilà, la commande est faite. 2 fois par semaine, il se rend à 5 km de chez lui, dans une petite fromagerie artisanale. La crème, tu m'avais pas précisé, j'ai mis 500. Oui, c'est bien. Et le beurre, voilà. Super. C'est tout bon. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous venez ici? Ça rime aussi un peu avec chambre d'hôte, c'est d'avoir des produits locaux. Je pense que nos clients, en tout cas, c'est ce qu'ils recherchent. Et le plus important, c'est qu'ici, il paye 10 € moins cher que dans un supermarché.
Des centaines d'euros économisés par an. C'est moindre coût, il n'y a pas l'intermédiaire quand même. Ils sont directement à la fabrication, donc c'est pas ce qu'on croit avec un petit commerce forcément plus cher, c'est plutôt le contraire. Nous on tourne avec une marge minimum, c'est nos produits, donc même au niveau des prix, ils s'y retrouvent avec des prix nettement inférieurs à ce qu'ils trouvent dans les autres commerces. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Joël, bonne journée. Oui, au revoir. Mais Joël ne s'arrête pas là. Il veut aussi tirer profit des produits régionaux, comme ce comté qu'il vient d'acheter, une spécialité locale. Je le revends ici à la découpe pour les clients de passage. Donc ça contribue aussi au fonctionnement de la petite entreprise, tout comme le vin, tout comme le miel, tout comme différents produits que je sers ici au petit déjeuner, que les gens peuvent goûter à table et me disent mais c'est ça qu'il faut que je ramène chez moi. 3 € de marge au kilo, ça semble peu, mais tout est bon à prendre. Malgré son ingéniosité et ses économies, Joël ne s'en sort pas. Sandrine, sa femme, a gardé son emploi de cadre dans une banque. Un salaire de 3 000 € brut, sans lequel, en réalité, le couple aurait du mal à boucler ses fins de mois. Ah oui, ça aide. Oui, oui, beaucoup. Pour pouvoir vivre tous les jours, partir un petit coup en vacances en janvier. Voilà, sinon je crois qu'on aurait un train de vie beaucoup plus précaire. Est-ce que ça paye pas les chambres d'hôtes? Si. Si, mais pas suffisamment pour vivre à deux sur les chambres d'hôtes sans emploi à l'extérieur. Et quand elle cuisine pour les hôtes du jour, c'est une deuxième journée de travail qui commence pour Sandrine. Ce soir, il y aura 8 personnes à servir. Pour beaucoup de personnes, hébergeurs en chambre d'hôte, ils imaginent quelqu'un assis dans un fauteuil sur la terrasse en train d'attendre le visiteur. Et c'est loin, très loin d'être ça. C'est une activité de tous les instants, 7 jours sur 7. À 20h30, tout le monde passe à table dans l'ancienne cuisine de la demeure, restée intacte depuis plus de 3 siècles. Elle était réservée aux commis, une seule grande pièce, chaleureuse, mais sans cloison. On n'a pas le droit de regarder la cuisine. Fermez la porte. Joël et Sandrine font payer 25 € le repas, plus de 2 000 € gagnés par an. Mais c'est trop de travail pour le couple. Alors, comme une très large majorité de propriétaires, ils ne se limitent qu'à une seule table d'hôte par semaine. Si on s'aperçoit encore que pendant un mois ou une quinzaine de jours difficiles, l'hébergement se tasse, il y a des difficultés de transport, des difficultés de météo, et que le chiffre d'affaires, pourquoi pas effectivement proposer une fois de plus ou 2 fois de plus par semaine. On a encore ça, je dirais, en solution alternative. Voilà, pourquoi pas. Pour l'instant, Joël privilégie sa qualité de vie. C'est de la rhubarbe du jardin. Mais en plus du repas à préparer, il doit résister à la fatigue et rester avec ses clients jusqu'au bout. Et ce soir, pas de chance, il quitte la table à 1 h du matin. Non, la journée n'est pas tout à fait terminée, mais... non, je pense qu'on va quand même s'arrêter assez rapidement. Demain... Ah, il y a la brioche à finir, ouais, c'est vrai. Ouais. Des journées de plus de 15 heures qui n'en finissent pas. Bonne nuit. Et le couple doit encore préparer le petit déjeuner. 7h30, Joël est le seul levé. Comme d'habitude, il met 3 quarts d'heure à finir de mettre en place le petit déjeuner. Selon la loi, en chambre d'hôte, les propriétaires sont obligés de le proposer, sans coût supplémentaire pour le client. À 10h30, les clients suisses quittent la maison d'hôte. C'est 150, je crois. C'est juste, oui, 150. 65 € par chambre, plus les repas, le vin et les bières. Avec ses 2 clients, Joël a gagné près de 150 €. Mais en réalité, il ne lui reste que 6 € dans la poche. Vous trouvez ça cher? Non. Cher, c'est relatif. C'est relatif. Ça vaut des qualités. Non, c'est pas cher. Et puis c'est même bon marché parce que normalement on paye une centaine d'euros. Ou dans les hôtels, c'est plus cher.
À en croire les Suisses, Joël pourrait presque monter ses prix. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Une idée peut-être, s'il veut un jour se verser un vrai salaire. Car sa situation peut difficilement s'améliorer autrement. Il est au maximum de sa capacité. La loi est très claire, un hôte n'a le droit qu'à 5 chambres, pas une de plus. En réalité, les propriétaires de maisons d'hôtes croulent sous les normes légales et les obligations administratives. Certaines sont insoupçonnables et peuvent largement leur compliquer la vie. Nous sommes au cœur du Luberon, en Provence. Ici, on trouve les plus beaux villages de France. La politique régionale limite fortement la construction des hôtels pour préserver les paysages. Alors les chambres d'hôtes ont poussé comme des champignons. Le service de la répression des fraudes et de protection du consommateur surveille de très près ces chambres, car la réglementation est très stricte. Voici le Mas des Magnolias, une propriété de caractère située à Ménherbe, l'un des plus beaux villages de France. Le domaine s'étend sur 1 hectare, il propose 4 chambres d'hôtes et des prestations haut de gamme, comme cette grande piscine de 15 mètres. Et ce matin, le site fait l'objet d'un contrôle surprise. Marie-Carmen Jiménez est un agent très aguerri. Elle choisit ses lieux de contrôle au hasard sur Internet. C'est la première fois qu'elle vient ici. On va vérifier si les affichages réglementaires sont mis en place. Et après, on fait un contrôle de la piscine. Hein. Marie-Carmen Jiménez peut faire jusqu'à 5 contrôles par jour pendant l'été. Chaque maison lui réserve toujours son lot de surprises. Le menu est à 30 €. Hein? Allez. Mireille, la propriétaire, l'emmène dans la partie réservée aux clients. Et déjà, dans le couloir, bonne nouvelle, tout est en règle. Là, c'est l'affichage des prix. Voilà. OK. L'affichage des tarifs doit être exposé à l'extérieur des chambres, mais aussi à l'intérieur. Marie-Carmen va donc vérifier si la propriétaire a fait les choses correctement. Mais premier problème, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Donc là, pour l'instant, vous n'en avez rien à reprocher? Si, au niveau affichage, hein, c'est pas bon. Les prix. La salle de bain. Dans les chambres, pas d'insalubrité. Donc pour le moment, c'est pas bien grave. Mireille ne risque rien. On va faire ce qu'on appelle un rappel de réglementation. C'est-à-dire que je vais faire un courrier à madame en lui disant voilà, vos prix effectivement sont dans la bibliothèque. Par contre, la réglementation vous impose de les mettre à tel endroit. Voilà. Après les chambres, la literie, et en particulier les oreillers. Rien ne doit échapper au contrôle. Non, c'est une contravention de 5e classe. Il n'y a pas de prison. Bon, il risque pas grand-chose. Alors là, vous m'avez coupé les étiquettes. Ah oui, parce que quand on les lave... Donc je ne peux pas vérifier. Elle contrôle un autre oreiller. Ce qu'elle veut trouver, une toute petite ligne sur l'étiquette qui indique que l'oreiller est bien aux normes européennes anti-incendie. Qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles? Je les trouve très normaux, parce qu'on n'est pas assez contrôlé en général. Là, nous avons un petit souci parce que sur le produit, c'est pas écrit. Alors, je vous explique. Attendez, je vous explique. Alors, attendez, là, vous me dites, je vais pas racheter. Là, on va... Bon, soit vous essayez de retrouver la facture. Oh non. Bon, ça veut dire qu'il va falloir prévoir de les changer. Hein. Depuis 2000, et suite à des incendies, les professionnels du tourisme doivent justifier que leurs produits matelassés sont sécurisés. Marie-Carmen est intransigeante sur le sujet. Oreiller, je vais marquer mention non trouvée pour moi, hein, parce que pour moi, je peux pas dire qu'il soit pas conforme, mais j'ai pas la preuve qu'il soit conforme. Voilà. Hein? Vous trouvez ça sévère? Vous trouvez ça dur? Comment vous trouvez ça? Pardon? Personne ne nous a donné ces réglementations. Auquel cas, si on les avait, j'aurais gardé les factures, je les aurais sous la main, etc. Donc on n'a pas dit. Mireille tente de se justifier, mais l'inspectrice n'a pas fini. Elle l'attend pour la suite des hostilités. On va voir la piscine. Les piscines sont extrêmement contrôlées par les inspecteurs. Elles sont la première cause d'accidents domestiques mortels.
plus de 1000 par an. En fait, il me manque beaucoup de choses, je vous le dis. Oh, mais faites la liste, Je vais vous faire la liste. Les risques sont trop importants. Marie-Carmen va lui renvoyer au plus vite une note avec toute la réglementation en vigueur. Je vais vous écrire dans... Le temps que vous m'écriviez, que j'ai... Ah non, le temps que je vous écrive, la semaine prochaine, vous l'avez, le courrier. Formidable. Non. Quelle lecture passionnante. Voilà. Donc, Et alors, il vous attendez. faut affichage, profondeur minimum dans le visible donc sur le bassin. Oui. D'accord? Les propriétaires doivent obligatoirement indiquer le niveau le plus haut et le plus bas de la piscine, rendre visibles les numéros d'urgence, installer un système de sécurité et avoir une perche de secours à proximité. La perche, c'est au cas où quelqu'un aurait un malaise au milieu, qu'on puisse tendre la perche, voilà, pour que la personne puisse l'aider, voilà. Après les chambres et la piscine, les carnets de factures des propriétaires. Mireille cherche à y déceler d'éventuelles fraudes au fisc. Bon, les notes, c'est pour éviter qu'il y ait une économie souterraine, on est bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'économies souterraines. Je pense que oui, quand même. Oui, beaucoup. Écoutez, toutes les chambres d'hôtes qui j'ai pas le droit de le lire, mais je le dis, qui disent carte bleue non acceptée, voilà. Excusez-moi. Et ça, vous le voyez beaucoup, carte bleue non acceptée? Oh oui, on le voit, oui, on le voit même sur la Avignon. Il y a une maladie contagieuse, les appareils sont en panne. Quand les clients ne peuvent pas payer par carte bleue, ils paient en liquide. Certains hôtes en profiteraient pour ne pas déclarer ce revenu. Le but, payer moins d'impôts. Impossible d'évaluer l'importance du phénomène, mais il est bien réel. Et l'inspectrice préfère ne pas s'étendre sur le sujet. Là, oreiller. Silicone déhoussable. Il n'y a pas écrit. En fouillant dans ses papiers, Mireille retrouve les fameuses factures d'oreiller qui pourraient indiquer si oui ou non ils sont aux normes. Non, mais vous allez être obligé de les changer. Vous me les payez, Alors écoutez, là je vais vous expliquer une chose. Ça va être vite fait, très clair. La réglementation, c'est une infraction de 5e classe. Donc 5e classe, 1 500 € maximum. Et en tant qu'infraction, c'est cumulable. Oui. Ce qui veut dire que moi, je vais vous faire le rappel de réglementation. Si vous ne mettez pas en règle, si je reviens et que ce n'est pas bon, je relève une infraction par oreiller. Par oreiller? Exactement. J'achète une maison. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux les changer. Mireille a 4 chambres doubles. Si elle change tous les oreillers, elle devra débourser au minimum 800 €. C'est beaucoup trop pour une si petite entreprise. Mais c'est toujours trop cher. Quand chaque année on refait des travaux, chaque année on a problème de toit, chaque année une douche qui... bien sûr, c'est cher. Et on le fera. On a envie des chambres d'hôtes? Non. Non, ça permet d'habiter cette région. Magnifique. Dans certains cas, quand la loi n'est pas respectée, les inspecteurs peuvent mettre des amendes. Jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. La réglementation est très contraignante, elle peut être un frein pour ceux qui voudraient se lancer. D'autant que les facteurs de réussite sont très aléatoires. Une situation géographique délicate ou une mauvaise gestion des dépenses peuvent conduire à l'échec les propriétaires les plus motivés. Et dans ces cas-là, la chambre d'hôte peut se transformer en véritable gouffre financier. Lourdes, un haut lieu de pèlerinage mondial. Plus de 5 millions de visiteurs par an. 2e ville hôtelière de France derrière Paris. Mais surtout, plus de 200 gîtes et chambres d'hôtes dans toute la région avoisinante. À 8 km de là, Saint-Pé-de-Bigorre. Aujourd'hui, le pèlerinage d'Alain, 58 ans, est un peu triste. Il vient de parcourir 600 km pour retourner dans son ancienne maison. Une demeure qu'il a dû abandonner l'année dernière, faute de clients. Le projet de toute une vie qui s'est effondré. Aujourd'hui, Alain retrouve Ariel, son ex-femme. Il y a 5 ans, ils ont eu le coup de foudre pour cette bâtisse. Une ancienne maison de maître du XVIIe siècle de 430 mètres carrés. Ariel travaillait alors dans l'hôtellerie. Lui était électricien. Un accord parfait pour lancer une activité de chambre d'hôte. Alain prend alors un congé sans solde. Le couple investit plus de 750 000 € en achats et en travaux et ne ménage pas sa peine. J'ai passé l'hiver sur le toit
à ressaler tuile par tuile, les changer, les brosser, de façon à ce qu'il n'y ait plus de fuite, parce que j'ai eu un dégât des eaux, donc il y a eu une chambre qui a été inondée. Après 3 ans d'activité, l'affaire ne marche plus. Le couple doit vendre au plus vite pour rembourser les emprunts. En attendant, c'est Ariel qui s'occupe de recevoir les tout derniers clients. J'ai quelques réservations au mois de juin. La maison doit continuer de tourner en attendant la vente, car les charges continuent de tomber. 1 500 € à rembourser par mois. Au mois de septembre aussi, contre toute attente, on a une petite réservation d'un groupe de motards. La dernière année, le couple a enregistré seulement une trentaine de nuitées à 80 €. Avec ça, impossible de continuer à entretenir la maison. Cet hiver, il a gelé assez fort, des radiateurs ont explosé dans la maison. Je ne peux pas les faire. Donc cet hiver, la maison ne sera pas chauffée. En s'installant dans la région de Lourdes, Alain et Ariel pensaient que les chambres d'hôtes se loueraient toutes seules. Mais la concurrence est très rude. Et puis Alain a commis des erreurs de gestion. 20 000 € de charges par an, il ne s'y attendait pas. Mais je pense qu'il y avait cette pression d'argent, de dépenses, qui t'a mis, je ne veux pas dire, mais c'est personnel, mais ça t'a mis dans un stress qui n'a pas arrangé les choses. Ce stress-là, voilà, ça t'a fait douter, voilà. Alors Alain et sa femme entrent dans une spirale infernale dont ils n'arrivent plus à sortir. Tous les espoirs d'une nouvelle vie sont anéantis. L'argent que j'ai mis dans cette maison, c'est le fruit de ma vie de travail. Hein. J'ai 58 ans, j'en ai peut-être pas encore 58 ans d'avant. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, non, je ne le ferais plus. non. Ça y est. C'est trop dur? En ce qui me concerne, oui. La maison a été mise en vente il y a quelques mois, mais ne trouve pas preneur. Alors pour les aider à attirer plus d'acheteurs, le couple a fait appel à un expert, un agent immobilier spécialisé dans la vente de maisons d'hôtes à l'international. Bonjour, Simon Livert de Gîtes à la Française. Bonjour monsieur Meller, je vous en prie. Simon doit faire une expertise et décider s'il accepte de s'occuper de la vente. Il doit donc mesurer le potentiel de la maison. Alain se transforme en guide, il joue son avenir sur la visite. Ah, c'est joli, ouais. Avec les moulures au plafond. Hein, ouais. Simon semble sensible à la beauté des lieux, mais il se focalise très vite sur des réalités très concrètes. Il y a le chauffage central. Oui. C'est une chaudière, oui. Une chaudière en fuel. Gaz. Un gaz de ville, oui. Au fur et à mesure de la visite, Simon commence à sentir le potentiel patrimonial et donc commercial de la maison. Dans chaque pièce, chaque chambre, il y a une cheminée monumentale, mais d'une couleur différente et d'un marbre différent. Ça, c'est rare. Alors Alain sort sa carte maître, des toilettes d'origine, un joyau historique. Ça plaît ce genre de choses? Ah oui. Mais il ne faut pas trop, pour le décor, c'est autre chose, parce que chacun a son idée de décor qu'il faut pour une maison comme ça. Donc il ne faut pas trop insister sur le décor. À la fin de la visite, Simon a traversé les époques en voyant les chambres. Il comprend l'amour d'Alain pour sa maison. Et esthétiquement, il est conquis. Chaque pièce... Ça respire le patrimoine. Il y a le parterre, c'est d'original. Les clients, ils cherchent ça, parce que ça donne un souvenir inoubliable. Ils disent, vous vous souvenez, la chambre près de Lourdes, là, c'était génial. C'est comme ça qu'ils parlent. Ariel rejoint les deux hommes pour finir la visite. Et face à l'enthousiasme de Simon, elle ne s'explique pas l'échec de leur projet. Car elle en est persuadée, sa maison a un énorme potentiel touristique. Alors elle veut connaître l'opinion de l'expert. Et l'avis de Simon est simple, il aurait fallu aller chercher davantage les clients. Il ne suffit pas de mettre un panneau devant la porte chambre d'hôte. Il faut multiplier l'initiative avec des stages, avec des séjours,
un peu différents des stages de cuisine, par exemple. Il y a des plats dans le coin, de garbure, par exemple. On peut faire un week-end garbure. Bien sûr, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Une simple soupe de choux aurait pu être la solution pour le couple. En tout cas, maintenant, Simon doit prendre une décision sur la signature de la maison. Le cadre est beau, l'intérieur a du cachet et le potentiel commercial est intéressant. Mais en temps de crise, vendre une chambre d'hôte, c'est toujours difficile. La crise de l'euro est à la base de tous ces problèmes-là. Tout le monde regarde, même l'Espagne aujourd'hui, encore une crise en Espagne. La Grèce, c'est fini. L'Irlande a beaucoup souffert. Et la prochaine, c'est qui? C'est la France, quoi. Et donc, les Anglais, les Scandinaves, les Américains qui auraient acheté peut-être quelque chose en France, ils attendent. C'est pas qu'ils disent non, on ne veut pas. Ils disent on attend pour voir si l'euro va exister dans un an. À la fin de la journée et après de longues discussions, Simon accepte de s'occuper de la vente. Alain signe un mandat d'1 an avec l'espoir de pouvoir enfin tourner la page. Je le souhaite de tout mon cœur qu'on va vendre le mois prochain, ça, monsieur. Demain, je téléphone les Norvégiens et ça débarque. Alain a repris son métier d'électricien à Cannes. Et malgré cette signature, il rentre chez lui le cœur lourd. Ça vous fait quelque chose de quitter cette maison? Ah oui, oui, mais c'est certain, oui, ça fait quelque chose. Enfin bon, c'est nécessaire, donc j'espère la vendre. Okay. Au revoir maison. C'est la fin d'un rêve? Il y en aura d'autres, hein, vous savez, j'en ai plein de rêves. Plein. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, pour payer les taxes qui continuent de tomber, il a dû faire un emprunt familial. L'erreur d'Alain, ne pas avoir su mettre en avant l'énorme potentiel touristique de sa maison. Car en fait, ceux qui réussissent savent parfaitement comment attirer les clients. Leur secret, piquer la curiosité des touristes et anticiper leurs désirs. Au cœur de la Charente, au milieu des vignes du domaine de Cognac, le relais Saint-Preuil. Un ancien hameau du XVIIe siècle, construit sur 3 hectares, avec plus de 1000 mètres carrés habitables. Un ensemble entièrement restauré qui propose des prestations de luxe. Piscine avec vue sur les vignes, salle de fitness, sauna, tennis. Je prenne plus bas? Il y a 10 ans, Jean-Luc et Christine Montambeau ont racheté ce domaine à l'abandon. Un investissement de plus de 1 million d'euros. Ancien patron d'un grand groupe de distribution en Asie, Jean-Luc est revenu en France pour démarrer une nouvelle vie et créer sa propre activité. Une réussite totale. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 230 000 €, très rare pour des chambres d'hôtes. Il faut dire que Jean-Luc a décidé de s'inspirer de l'hôtellerie. Il a aménagé 6 chambres classiques, plus 3 suites divisibles, offrant une capacité d'accueil de 30 personnes dans 12 chambres. En principe, la loi est très claire. Il est interdit pour une chambre d'hôte d'avoir plus de 5 chambres. Mais Jean-Luc a trouvé une faille pour contourner cette contrainte administrative. Chez lui, c'est une maison d'hôte et non pas une chambre d'hôte. Il joue sur les mots et, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est légal. Le terme chambre d'hôte est légalement réservé aux établissements qui ont au maximum 5 chambres. Et on n'a pas pris le statut de chambre d'hôte parce qu'on en a plus que 5. Jean-Luc et Christine peuvent donc recevoir plus de clients que leurs concurrents. Mais il y a une contrepartie. Plus de monde, c'est aussi plus de repas et de petits déjeuners à préparer. Mais ici, pas de renfort de personnel. On est dans le cadre légal classique des chambres d'hôtes. C'est l'habitant qui reçoit et qui offre le petit déjeuner. Là encore, à cette période-là, c'est encore de la haute saison. Ça veut dire que j'approche les 18 à 19 heures par jour. Des journées très lourdes, mais Jean-Luc tient à développer son activité au maximum de ses capacités. L'une de ses dernières trouvailles, l'aménagement d'une salle de séminaire proposée aux entreprises. Une idée inspirée là encore de l'hôtellerie classique. Et ça marche. En ce moment, 10 Norvégiens louent l'espace pour une convention. Des clients business qui profitent des chambres disponibles sur le domaine. On a une augmentation significative grâce à ça. On arrive à avoir des clients en semaine sur plusieurs jours, ce qui est
plus compliqué en mi-saison et en hors-saison. Donc c'est vrai que c'est un plus, ça représente à peu près 20% de notre activité. Mais 2 ans après le lancement de son activité, Jean-Luc n'est pas encore satisfait. Il veut faire entrer encore plus d'argent dans ses caisses. Alors il développe une nouvelle idée, unique en France pour un propriétaire de maison d'hôtes. On s'est très vite rendu compte qu'il nous faudrait proposer des prestations complémentaires. Pour diversifier son activité, Jean-Luc lorgne cette fois du côté des tours opérateurs. Son idée est simple, proposer des excursions et autres visites personnalisées des domaines de Cognac, un nom prestigieux qui attire une clientèle internationale. Jean-Luc crée alors une agence de voyage sur Internet, une activité indépendante de ses chambres. Mais aux touristes intéressés par ses prestations, il propose évidemment l'hébergement dans sa maison d'hôte. C'est complètement une démarche marketing. C'est-à-dire que nous, on a toujours considéré que les clients ne venaient pas chez nous pour dormir, ils viennent chez nous parce qu'ils ont des choses à faire dans la région. Et le fait de venir dans la région les amène à passer une nuit ou plusieurs nuits. Jean-Luc a donc créé pas moins de 10 sites internet multilingues pour vanter séparément sa maison et son agence de voyage. 10 noms de domaines pour être ultra présents sur la toile. Les revenus générés par l'agence sont aujourd'hui conséquents, presque la moitié du chiffre d'affaires global de Jean-Luc, environ 100 000 € par an. Parmi les activités proposées, les cours de cuisine. Ce soir, le groupe de Norvégiens se met au fourneau, avec un chef local dont la prestation est prise en charge par l'agence. Let me introduce Pierre. You can name it Pierre or Peter if you prefer. Yeah. Cuisiner des produits du terroir avec un chef français, une activité que les étrangers adorent. Le pinot avec agar-agar. You know agar-agar? Non, I don't know. Jean-Luc l'a bien compris. Il tarife ce cours de cuisine 75 € par tête. Aujourd'hui, ce sera un bénéfice net de 350 €. Et c'est aussi un bon moyen de garder le groupe de touristes une nuit de plus. Il gagne ainsi sur tous les tableaux, agence de voyage et maison d'hôtes. Il est clair que, par exemple, ce groupe-ci a terminé son séminaire aujourd'hui. Ils auraient très bien pu repartir cet après-midi. Ils repartiront que demain, ça nous fait une nuit supplémentaire à la maison. C'est plus intéressant de faire un cours de cuisine dans un endroit typique comme celui-ci. Même les transferts jusqu'à l'aéroport sont vendus par son agence de voyage. Ce sera encore 60 € facturés par personne. Autant de prestations qui ont rapporté à Jean-Luc plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, rien qu'avec ce groupe resté 3 jours au domaine. Et l'homme ne manque pas de nouvelles idées. Là, à droite, vous avez des vignes qui ont une trentaine d'années. Cet après-midi, il se transforme en guide dans les vignes pour les clients de sa maison. Ça, c'est des pieds qui ont 25-30 ans. Jean-Luc compte beaucoup sur le bouche à oreille pour augmenter sa clientèle. Alors, en bon professionnel du tourisme qu'il est devenu, il s'est spécialement formé pour cette visite. C'est le tonnelier qui m'a fait visiter son exploitation 4 fois. Et la 5e fois, je suis arrivé, il m'a dit « Tu me fais visiter mon exploitation ». Donc j'ai fait le guide à un tonnelier chez lui. Et à la fin de la visite, il m'a dit « Bon, bah écoute, t'en sais beaucoup plus que la moyenne des gens, voire même autant que certains de mes salariés. Donc tu fais les visites et quand tu as vraiment une question pointue, là tu m'appelles, mais autrement, tu fais ta visite ». Donc ça, c'est la première chose, donc c'est empirique. La deuxième, c'est que j'ai carrément été suivre une formation de 1 mois de distillateur. Pour une demi-journée de visite, Jean-Luc facture via son agence de tourisme 90 € par personne. Et à ce prix-là, les clients sont en droit d'attendre de la qualité. Sur le grain, vous avez une petite pellicule. Si on passe le doigt, elle disparaît. Vous voyez, là, on voit vraiment, là, ça brille. Hein. Donc c'est une sorte de levure, cette partie opaque, qui va générer le début de la fermentation au moment où elle est en contact avec le jus qui est à l'intérieur. Vous, ça vous gêne pas d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas un guide professionnel? Bah pour l'instant, ça ne se voit pas du tout que ce n'est pas un guide professionnel. Avec tout ce qu'il nous raconte, il connaît bien son travail et les explications qu'il nous a données jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas avoir mieux. Le cognac est un produit haut de gamme. Alors une simple visite des vignes, c'est bien, mais un peu trop classique. Jean-Luc, lui, voit beaucoup plus grand pour son entreprise.
Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 8 h du matin. Jean-Luc vient tester une nouvelle activité de prestige qu'il compte ajouter à la liste de ses prestations. Le tour des vignes de Cognac en Montgolfière. Le but, attirer une clientèle plus fortunée dont personne ne peut se passer en temps de crise. Pour moi, c'est important dans la mesure où on est dans le vignoble de Cognac, qui lui-même est un produit de luxe. Donc moi, je considère que je dois proposer des produits touristiques en cohérence avec le vignoble dans lequel je suis. Même la tête dans les nuages, le businessman garde les pieds sur terre. Pour attirer ses potentiels clients, il immortalise son expérience. Il la fera partager sur son site internet. Les photos, ça permet aux gens de se mettre en situation, beaucoup plus que le texte. Le texte est juste explicatif et complémentaire aux images. Les gens se projettent dans les images. L'image est très parlante si elle correspond bien à ce qu'on veut présenter. En développant toutes ces activités, Jean-Luc n'a qu'un seul objectif, attirer toujours plus de touristes et faire en sorte de les garder quelques nuits de plus dans sa vaste maison d'hôtes. Il en est persuadé, c'est en multipliant les idées et en redoublant d'efforts qu'il parviendra à se faire une place de choix dans le monde hyper concurrentiel de l'hébergement touristique.